Eh bien bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres en cœur ce matin. C'est la revue des grandes unes, la presse est dans les kiosques ce jour également. La nouvelle expression parle de la présidentielle 2018. Maurice Kamto publie ses résultats, c'est le grand titre du journal. Bien que le Conseil constitutionnel ait donc rendu public les résultats de la dernière présidentielle, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a revendiqué sa victoire dès le 8 octobre 2018, vient de révéler sa part des vérités. C'est à lire dans le dossier de la page 6 à la page 9. Le journal parle également de la victoire des Biya. La bataille du gâteau a commencé. Une coalition dite majorité présidentielle tente de sortir du flot des fêtards via une déclaration. C'est en page 3 de ce matin de la nouvelle expression. Le journal parle également du Conseil constitutionnel. Une ONG dénonce un déni de justice. Un monde à venir démonte d'ailleurs les arguments avancés par l'équipe de Clément Atangana sur les requêtes introduites par Maurice Kamto en page 4 du journal. Aussi, on parle de prospective également dans le journal. Joshua aussi interpelle Paul Biya. Le candidat à l'élection présidentielle invite la force de l'expérience à rejoindre le Social Democratic Front sur le terrain de la construction d'une véritable démocratie au Cameroun. En page 12 de la nouvelle expression, les du ciel parle de la présidentielle. Le Grand Nord pèse 47,5% dans la victoire de Paul Biya. C'est à lire en page 3. Le journal parle également de la Damawa Sagouan du Social Democratic Front dans cette partie du pays, c'est en page 7. Le journal s'intéresse aussi à la victoire dans le nord, de la victoire donc de Paul Biya, est célébrée dans la rue en page 7 de la nouvelle du journal L'Œil du Sahel. Et puis le messager parle donc des chiffres de la discorde parlant de la présidentielle, la victoire au goût amer du président de la République réélu au terme des résultats proclamés par un conseil constitutionnel contesté en page 7. Et on parle aussi de la crise anglophone, affrontement meurtrier entre militaires et séparatistes, donc les armes crépitent à nouveau dans une dizaine de villages situés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est en page 3. Et on parle également de l'affaire Vietel-Cameroun, vers un divorce entre Dampolo et bien entendu les Vietnamiens, à lire en page 7. Paul Biya, Gatz et Clément Atangana, le chef de l'État veut offrir une résidence de 272 millions de francs CFA au président de la Cour constitutionnelle. C'est à lire donc en page 5 concernant les affaires du Sérail, selon bien sûr le journal Le Messager de ce matin. À découvrir également dans les kiosques ce jour, il y a Mutation qui parle toujours de la présidentielle, la victoire de Paul Biya, vue de Paris, Washington et Londres. À découvrir en page 7. Le journal s'intéresse aussi à Monseigneur Samuel Kleda qui parle bien entendu le vote de l'extrême nord me pose problème. C'est ce qu'il dit en page 10 du journal Mutation. Je vous invite à lire d'ailleurs l'article ce matin. Et puis on parle également de Repère qui dit la leçon de Joshua aussi à Kamto parlant de la présidentielle 2018, pardon, au 17 octobre 2018, bien entendu. Et puis l'équation parle de Paul Biya, qui est public avec notre pays qui a donc démontré sa maturité démocratique, avec notamment les Camerounais qui ont fait montre d'un sens de patriotisme. Également, les conducteurs de moto ne seront pas, selon bien sûr le journal. Tout cela contenu dans le journal avec les Bassam Bati qui disent non à la violence également. À découvrir dans le dossier proposé par le journal L'équation de ce matin. Signature, on parle de Paul Biya réélu. Il était écrit, c'est ce qu'il dit, 3 points de suspension. Pour comprendre un peu la suite, de toute façon, c'est dans le journal, le dossier proposé par le numéro de ce matin, de la page 3 à la page 15. Donc à lire tout le dossier depuis le début de ce processus électoral jusqu'à son terme. Donc à découvrir dans le journal qu'il y a d'autres sujets que je vous invite à lire également ce matin. Le quotidien Le Jour parle de délinquance, comment la drogue circule en milieu scolaire. C'est dans le numéro de ce matin et tout cela se passe entre élèves, à l'insu bien sûr des enseignants. C'est dans le dossier proposé par le journal Le Jour. Le journal s'intéresse également à la pression fiscale, les chefs d'entreprise moins optimistes, également à lire dans le journal ce matin, et d'autres sujets aussi, et même d'autres tabloïds disponibles dans les kiosques ce matin, notamment le journal Émergence qui parle de ces résultats qui donne Maurice Kamto vainqueur. À découvrir dans le dossier aussi de ce numéro disponible dans les kiosques et d'autres informations à lire pratiquement. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Et sur ce plateau, nos invités. Bonjour Guy, Hervé Biandile. Bonjour Flavien, permettez-moi de dire bonjour aux populations du département du Roncam qui, même s'ils ont plébiscité, même s'ils ont voté pour Maurice Kamto, sont restés calmes après la publication des résultats. Je pense que c'est
ça a salué. Je vais aussi interpeller tous les Camerounais. Ils avaient pensé à quelque chose? Non, ils ont voté pour Maurice Kamto. Le Oncam. Maurice Kamto a gagné les élections dans le département du Vous Oncam. dites qu'ils sont restés calmes? Ils sont restés calmes. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Ils sont restés calmes malgré, parce qu'après les élections, après bon, les dépouillements, c'était des fonctions de joie qu'on vivait dans cette partie du Cameroun. Et on s'attendait certainement à une réaction après la publication des résultats, surtout que beaucoup pensent que les résultats ont été trompés, et surtout qu'après avoir vécu le verdict du Conseil constitutionnel, un verdict très amer, il y avait comme une forme de colère dans cette partie du Cameroun. Mais heureusement, qu'après la publication des résultats, le 22 octobre dernier, ils sont restés calmes. Ils ont compris que certainement il faudrait s'armer davantage pour pouvoir... C'est calme partout de toute façon. Oui, bien sûr. Merci. On commence par cette ville qui est taxée de frondeuses, dans le département taxé de frondeurs dans le triangle national. C'est reconnu, donc je ne le dis pas par hasard. Donc je dis encore bonjour ce matin. Je devrais me méfier de vous de temps en temps parce que vous sortez de ces départements. Oui, Merci. bien sûr, c'est le regard du reporter. C'est le regard du reporter tout simplement. Je vais dire bonjour une fois de plus en son temps. Bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs, bonjour à l'envoyé spécial dans le Oncam. Voilà. Alors, bienvenue sur ce plateau parce que vous avez parcouru la presse comme les téléspectateurs et même les lecteurs aussi, mais davantage pour faire comprendre ou faciliter la compréhension de certains sujets. Et puis avec la nouvelle expression de ce matin qui parle de Maurice Kamto, qui a publié ses résultats, après notamment le travail également. Donc on peut lire tout cela, malgré tout cela, c'est après la publication des résultats par le Conseil constitutionnel. Oui, Maurice Kamto a présenté des statistiques au soir du 22, c'est-à-dire lundi dernier, les statistiques dans lesquelles on constate qu'il est vainqueur d'après ces chiffres-là avec 39% de voix, au coude à coude avec le chef de l'État sortant, 38%. Alors, je pense, comme l'a dit Monseigneur Samuel Cléda, qu'il faut prouver au moins que ces chiffres présentés par le candidat du MSC ne sont pas exacts. Cela aurait dû être fait au Conseil constitutionnel qui avait pour mission régalienne de vérifier que les PV qui sont venus des 58 départements, c'est-à-dire des commissions départementales de supervision notamment, étaient des PV authentiques, que les PV qui ont été analysés par la Commission nationale de recensement général de vote ne causaient aucun problème, mais lorsqu'on a écouté les échanges pendant l'audience du contentieux post-électoral, on est resté sur sa fin, notamment sur les différents PV qui ont été présentés par les conseils de différents candidats, notamment sur le respect d'un certain nombre de dispositions du code électoral qui manifestement ont été violées par Elections Cameroun. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre un moment avant de présenter ces résultats? Bon, je ne suis pas dans l'agenda du candidat Kamto, mais je sais au moins que un parti politique, un homme politique a sa stratégie. On écoutait le vice-président du MRC sur Radio Equinox qui nous indiquait qu'il y aura des recours, il y aura d'autres moyens d'action sur le plan juridique. Ils envisagent des actions au niveau international. Je rappelle que le Cameroun est signataire de la Charte africaine, de la démocratie, de la bonne gouvernance et des élections, la CADEC. Je rappelle que le Cameroun a signé le pacte mondial pour les droits politiques en 1966. Ce sont des dispositions en faveur de la démocratie, des élections transparentes dans les divers pays qui sont signataires de ces instruments internationaux sur lesquels on peut bien s'appuyer pour contester l'issue d'un scrutin qu'on juge irrégulier. Alors, c'est également le même titre de Le Messager, les chiffres de la discorde? Oui, les chiffres de la discorde, parce que vous savez, au lendemain des élections, Maurice Kamto était annoncé vainqueur. Il avait dit qu'il avait tiré le penalty et que le but est entré. Et je pense que cette déclaration n'était pas anodine. Et aujourd'hui, avec la publication de ces résultats, ça vient conforter la position sur les déclarations faites juste un jour après l'élection du 7 octobre. Donc, on peut comprendre les chiffres de la discorde parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a un mécontentement. Surtout pour ceux qui ont vécu le procès post-électoral, le contentieux post-électoral au Conseil constitutionnel, avec les différentes preuves, du moins, rendues par les candidats qui ont malheureusement été balayés du revers de la main par Clément Atangana et tous ceux qui constituent le Conseil constitutionnel. Donc, du coup, on peut comprendre que certainement, il fallait revenir sur le fond pour essayer de comprendre. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les PV
quand on a fini les élections, le rôle de l'Écamlu s'arrête après la production des PV à la commission départementale. C'est à la commission départementale qu'on compose tous les différents résultats qui partent des différents bureaux de vote et des différents arrondissements également. Et après, le même travail est fait au niveau national. Certainement qu'au niveau de ces instances où l'État n'est plus forcément présent, ou du moins les candidats sont amenés à être présents, ils ne sont pas certains pour diverses raisons que nous ignorons, que là-bas où c'est à ce niveau-là que beaucoup de choses sont passées et que c'est là pour aujourd'hui Maurice Kamto a publié les résultats qui sont les siens. Bon, sauf que le seul élément qui reste à comparer, de ressortir, c'est tous les PV de base, les différents bureaux de vote qu'on avait demandé au Conseil constitutionnel, malheureusement, qui n'a pas été fait. Même si on va dire que sur le plan juridique, dans un procès, c'est le plaignant qui apporte la preuve de la fraude. C'est-à-dire que même si en face on a fraudé, que vous n'apportez pas la preuve du fait qu'on a fraudé en face, vous ne pouvez pas avoir gain de cause. Alors après cette étape, on peut lire également la titrette de la plupart des tabloïds ce matin sur le messager par exemple, qui parle des chiffres de la discorde, avec également la victoire au goût amer du président de la République réélu, Paul Biya. Oui, on a indiqué depuis hier et avant-hier, Flavien, depuis hier notamment, que dans un pays où le chef de l'État sortait à gagner avec 71,28%, on s'attendrait logiquement à une liesse populaire, à des caravanes de joie à travers les grandes villes du pays, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, que sais-je encore. Mais depuis lors, c'est une timidité, un calme de cimetière. On a l'impression que cette victoire passe très mal pour les populations. Il y a quand même quelques points où on a vu quelques images. Des points qui font déception, certainement. Oui. RDPC. Oui, c'est un peu comme des taches d'huile sur un vêtement complètement blanc. Hein. Quelques taches d'huile sur un vêtement complètement blanc, ça ne légitime pas celui qui a été réélu. De toutes les façons, on parlera peut-être de la réaction des chancelleries occidentales. Je rappelle que les ambassadeurs de France, des États-Unis, de Londres n'étaient pas présents à la cérémonie de proclamation des résultats. Ça signifie quelque chose au monde fondamental, c'est que on a un regard au moins mitigé sur ce qui s'est passé au Cameroun. On a parlé tout à l'heure. Vous savez que le regard des organisations internationales, des États du monde est important lorsqu'il y a un scrutin dans tout pays. Le chef de l'État, le chef de l'État n'a pas été félicité par le département d'État qui a réagi au nom des États-Unis. Le département d'État s'est contenté de dire qu'il saluait, les États-Unis saluaient la maturité du peuple camerounais. La France a félicité Paul Biya dans une sortie du ministre français des Affaires étrangères. Londres également ne l'a pas félicité. Donc ce sont des éléments comme ça qui, réunis ensemble, montrent que l'élection n'a pas été transparente. En tout cas, qu'il y a un goût de contestation qui règne. Alors, puisque vous parlez de chancellerie et autres, il y a bien entendu mutation dans son titre de ce matin qui parle de la victoire de Paul Biya vue de Paris, Washington et Londres, avec également des explications que je vous invite à lire, donc parlant de la pression maintenue sur le vainqueur pour la résolution de la crise anglophone, précisément, et bien entendu la réforme des institutions également évoquée par le journal, et puis l'expression de l'état de droit. Oui, il faut dire quand même que quand on essaie de dire, n'est-ce pas, le message de l'ambassade des États-Unis, on peut comprendre effectivement que même si c'est une manière de ne pas, c'est une manière d'accepter malgré eux, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au Cameroun comme scrutin. Parce que souvent, vous avez des messages réels, vifs. C'est félicitations chef d'État pour tout ce qui s'est passé, mais aujourd'hui c'est un peu nuancé. Pour dire que les élections ne sont pas déroulées normalement sur le triangle national parce qu'il y a une partie du Cameroun qui est en crise. Et même s'ils ne sont pas contents, ils invitent, n'est-ce pas, le chef de l'État, du moins le gouvernement, à pouvoir prendre au sérieux les différents problèmes qu'ont encore les Camerounais, notamment avec la crise dans cette partie au nord-ouest et au sud-ouest, qui ont forcément impacté sur le bon déroulement de l'élection présidentielle au Cameroun, même si au Conseil constitutionnel, tu pensez qu'il y a eu dans cette partie du Cameroun. Alors, à partir de ces titres, on peut comprendre qu'il y a un problème, non? Bien sûr, nous sommes en train de dire, il y a un réel problème. Et il faut constater que si les chancelleries occidentales sortent avec ce genre de ton assez modéré, pour ne pas dire instigateur, parce que normalement, ils ont voulu être diplomates. Il faut comprendre que c'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie. C'est pour dire que exactement tout ne se soit pas passé dans de très bonnes conditions. On accepte malgré soi. Or, quand ils sont en diplomatie, ça veut dire que ça ne s'est pas bien passé. Ils ne sont pas comme nous autres qui avons un langage franc. On peut comprendre. Les Camerounais, vous vous souvenez, après l'élection présidentielle 2011,
quand on a publié les résultats, vous-même vous avez vu la victoire, comment ça se célébrait partout au Cameroun. Parce que la victoire était l'émanation du peuple. Et même ceux qui ont obtenu cette victoire étaient convaincus du travail qu'ils ont abattu. Aujourd'hui, comme ils savent que le résultat n'est pas forcément l'émanation du peuple, parce que quand vous avez vu l'attention avec laquelle les Camerounais ont suivi le contentieux électoral, post-électoral au Conseil constitutionnel, et qu'après, vous voyez une forme de, je ne voulais pas dire, de découragement qui est né. La nouvelle expression a suffisamment rapporté les réactions des Camerounais qui ont vécu cela. Et quand vous posez la question, chacun est déçu parce qu'on s'attendait justement à un sursaut d'orgueil, à la vérité. Moi, je me suis rendu compte que la vérité varie. La vérité que nous avons aujourd'hui n'est pas forcément la vérité. La vérité de la justice n'est pas la vérité du peuple camerounais. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre une déclaration de la nouvelle expression faite par un citoyen de la ville de Bafang qui dit que cette fois-ci, avant on truquait les élections. On truquait, mais on n'était pas au courant des supercheries qui étaient faites. Mais aujourd'hui, on l'a arraché de force. Et quand on arrache de force, ça démontre à suffire que la personne devant vous est plus forte que vous. Et maintenant, c'est la loi de la force. Il faut comprendre quoi? The force of experience. Et c'est les déclarations du chef d'État qui corroborent celui de ce citoyen camerounais qui déclare, le chef d'État, vous vous souvenez, lors de la visite du chef d'État français au Cameroun, dit, ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. C'est pour dire qu'il faut avoir un arsenal sur pied pour pouvoir se maintenir. Et quand vous avez l'assentiment des Camerounais qui sont dessus, par rapport à ce, vous comprenez qu'effectivement, le chef d'État a mis son arsenal pour se maintenir là où il est. Très bien. Alors, Donald Brice Kamga, c'est vrai que ça rejoint, le titre de mutation de ce matin rejoint un peu ce que vous étiez déjà en train de dire, de démontrer, parlant notamment de ces résultats pas forcément appréciés positivement par tout le monde. Et on observe qu'il y a toujours, par exemple, Maurice Kamto, qui estime que lui, il a les vrais résultats, mais qui n'ont pas été rendus publics par le Conseil constitutionnel. Oui, en fonction des enjeux géostratégiques qui se... Et au niveau international également, on voit bien tout au moins ce qui a été repris par mutation, parlant de la victoire de Pobia, vue par Paris, Washington et autres. Oui, je disais qu'en fonction des enjeux géostratégiques qui sont en jeu, on a des réactions variées. Vous savez qu'avant même que la présidentielle se tienne, Peter-Henri Ballerin, le chef de la diplomatie américaine au Cameroun, avait indiqué, avait clairement suggéré, mais en diplomatie, c'est donner une instruction que de s'exprimer de façon aussi claire, avait suggéré, pour être diplomatique cette fois-là, avec suggéré au chef de l'État de penser à sa retraite. Lorsqu'un ambassadeur américain le dit de façon aussi triviale, ça signifie que la Maison-Blanche ne vous regarde pas d'un bon oeil. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans une sortie, le département d'État américain n'a pas félicité le chef de l'État réélu. Alors, ça signifie clairement que on prend acte, pour dire le moins, qu'on accepte malgré tout, il y a eu élection, même si les résultats sont contestés, contestables. Et un assez important qui est relevé par l'ensemble quasiment de ces chancelleries, c'est la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre français des Affaires étrangères a appelé, si vous avez lu mutation de ce matin, à la résolution de la crise, a d'abord regretté que les citoyens des régions du nord-ouest et du sud-ouest n'aient pas pu voter, n'aient pas pu participer de façon optimale au choix de leur président de la République. 5% de participation dans le nord-ouest, 17% dans le sud-ouest. Je l'ai dit sur ce plateau, ça réduit la légitimité de celui qui est élu et ça renforce le sentiment que cette partie du Cameroun est entièrement à part. Très bien. Alors, signature en notre titre ce matin, il était écrit. Oui, je crois que nous avons déjà abordé ce sujet. Il était écrit que le chef d'État devait être encore réélu et que ça ne surprendrait personne. C'est même ça qui justifierait le fait que les Camerounais sont restés sereins tout en sachant que ça devait passer comme une lettre à la poste. Parce que les mécanismes, je disais encore, sont suffisamment huilés. Non, mais ça a souvent été le cas, mais cette fois, ce n'était pas la même chose. Oui, mais... C'était pas facile, de toute façon. C'est ce qu'on nous a laissé croire, que ce n'était pas facile. Parce que quand vous imaginez qu'un spectateur, du moins un représentant des partis, est déporté d'un bureau de votage jusqu'à 35 km, vous pensez que ce n'était pas planifié? Et après qu'on vient de vous demander où le PV. Alors si je dis que ce n'était pas facile, c'est par rapport à ceux qui étaient en face, ceux qui sont en face de lui, les autres candidats, qui n'ont pas voulu laisser faire. Comme par le passé, c'est par le passé, aucun candidat n'a laissé faire. Aucun candidat n'a laissé faire. Sauf que cette fois-ci, il y a eu en face un candidat qui peut-être qui a davantage travaillé pour rendre les choses un peu plus compliquées. Mais compliquées pour qui? Pour le chef d'État qui a tous les moyens. Je ne pense pas. Il a été écrit parce que quand vous avez le MINAT,
qui est à votre service. Vous avez Elecam, qui est un élément que c'est vous qui avez créé. Vous avez le Conseil constitutionnel, qui est un élément que vous avez créé, que vous avez nommé. Vous avez tous les éléments réunis. Donc, pourquoi c'est écrit? Ça veut dire que si le chef de l'État se laissait battre les élections, c'est parce qu'il a voulu. Et vous savez, quand on a le pouvoir, on fait tout ce qui est à notre pouvoir pour y rester. Parce qu'on ne vous le par contre, ne vous trompe pas, le pouvoir, il est sucré. Alors, Signature a donc raison de dire... Signature a raison, parce que... Signature a raison, parce qu'il était écrit. Le chef de l'État n'a jamais manifesté l'envie de partir. Au contraire. Très bien. Donald Brice. Je porte un regard très... relatif sur ce titre de signature. Je pense que produire une aussi fataliste, il était écrit, c'était comme si on ne pouvait rien contre le chef de l'État sortant. Alors, le dit de façon aussi triviale, c'est comme si en face il n'y avait personne et que tout était réuni pour qu'il soit réélu. Non, je pense que les éléments de réserve qu'on a pu apporter... Non, je dis que on ne peut pas dire les choses de façon aussi triviale. C'est comme si les conditions d'une élection transparente étaient réunies et que les autres n'ont pu rien faire et que le chef de l'État sortant était le tout-puissant, qu'il était le Dieu que les Camerounais attendaient pour les délivrer. Non, c'est pas tout il n'est pas question de cela. Est-ce que c'est pas ça? Non, ce titre me pose un problème. Alors, on ne peut pas dans un pays où les 11 membres du Conseil constitutionnel sont nommés par un candidat sortant. On ne peut pas dans un pays où la loi prévoit clairement qu'il faut publier la liste des bureaux de vote 8 jours avant le scrutin. On ne peut pas dans un pays où on a plus de 50 milliards comme budget pour une élection présidentielle et qu'on donne 15 milliards à chacun, 15 millions à chacun des 9 candidats en course, sachant très bien qu'il y a une grosse confusion entre l'administration et le parti au pouvoir, dit qu'il était écrit. Non, si vous dites ça, c'est que vous ne participez à la constitution de la démocratie, et je suis désolé. Il faut poser les problèmes qui sont posés. On parlait tout à l'heure des chiffres de la discorde. Alors, je ne fais pas partie de la rédaction de signature, mais seulement en lisant le titre, et après vous avoir écouté, on comprend qu'ils ont suivi cette logique pour dire que même s'il y avait qui en face, mais tout était prévu. Justement, je voulais dire, je voulais dire à Brice qu'il a suffisamment déroulé tous les éléments pour permettre au chef de l'État d'être vainqueur aux élections au Cameroun, nonobstant celui qu'on a en face. Vous êtes le pape au Cameroun, le chef de l'État vous bat parce qu'il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Vous l'avez vous-même déroulé. Il y a confusion entre le MINAT et les membres du RDPC qui sont installés dans l'ensemble des arrondissements du Cameroun. Il y a confusion entre le MINAT et entre du Conseil constitutionnel et les membres du RDPC. La preuve, pendant le contentieux électoral, quand on a soulevé ça dans l'accusation des membres du Conseil, on a déniché, on est parti gommer le nom de ceux qui étaient encore dans le comité central. Ça veut dire que c'est écrit. Et quand vous avez un code électoral qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable, qui n'est pas fait, comme disent les anglophones, avec tous les candidats qui vont à cette compétition, à ce concours, il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Toutes ces anomalies qui permettent au chef de l'État de remplir son équilibriste et vous de maîtriser toutes ces anomalies. Il faut comprendre la signature. Je comprends le fait que vous voulez renverser la logique, mais renverser, vous vous rendrez compte que les arguments qui seront évoqués, ce sont ceux que nous sommes en train de dérouler sur ce plateau. Parce que vous ne pouvez pas prendre le chef de l'État qui a les moyens de l'État en fonction. Même s'il reste en fonction, normalement, dans un État qui se dit démocratique, on démissionne de son poste. Ou bien on le laisse d'abord et on le laisse le temps d'être au même pied d'égalité que les autres et on va en compétition. Même si on reste chef de l'État, mais tous ces éléments-là, dans une démocratie normale, ne sont pas respectés. Vous-même, vous savez que pendant qu'on allait à ces élections, les différents candidats à cette élection ont demandé qu'on revise le code électoral. Et même après, ils continuent à militer à ce que ce code puisse être révisé parce qu'à partir de janvier, du moins, l'année prochaine, il y aura les élections avec ce même code électoral que la Cour du Conseil constitutionnel a soulevé certains articles pour rabattre ou pour battre en brèche les arguments de fraude dénoncés par les différents candidats. Très bien. Alors, donc, vous comprenez pourquoi le titre... enfin, j'imagine que c'est dans cette logique que Signature a proposé ce titre. Parlant de la réélection de Paul Biya, il était écrit. Non, je maintiens ce que j'ai dit sur ce plateau, à savoir que on ne peut pas
fait une analyse fataliste lorsque on est dans la presse, lorsqu'on a les éléments qui permettent de dire que la présidentielle est contestée et qu'elle est contestable. C'est ça qui est important de dire. Et rappeler que les conditions du jeu doivent être franches. Et lorsque ces conditions ne sont pas franches, il faut relever. Alors, j'attends toujours que notre rédaction puisse couvrir des grandes scènes de liesse à travers le Cameroun. Parce que 11%, c'est une victoire écrasante pour reprendre l'un de nos confrères. C'est une victoire écrasante. J'attends de voir la liesse populaire à travers le Cameroun pour comprendre que le chef d'État est vraiment plébiscité par les Camerounais. On attend de couvrir ça. Ce serait extraordinaire. Il a parlé tout à l'heure des moyens égalitaires qui sont des éléments basiques dans une démocratie. Vous savez qu'en France, par exemple, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, mais ça ne pose aucun problème parce que là-bas, l'administration est complètement neutre. Si elle ne l'est pas, la justice la rappelle à l'ordre. D'accord? Alors, lorsqu'on a un pays où, Hervé l'a dit, le ministre se confond à un membre du RDPC, vous n'entendez jamais les contestations en France sur la conduite du processus par le ministère de l'Intérieur parce qu'il sait exactement ce qu'il a à faire. Ici, l'administration est censée être neutre, sauf que lorsqu'elle agit en faveur d'un tel ou d'un tel, si vous attaquez en justice, c'est encore le pouvoir exécutif qui contrôle la justice. Alors, le cardinal Samuel Keïta l'a relevé hier dans son entretien lors de sa conférence. Il disait justement que lorsqu'on travaille dans l'administration au Cameroun, on est obligé d'être militant du RDPC et en même temps, c'est des choses qu'il faut dénoncer, c'est ce qu'il dit. En parcourant quand même quelques tabloïds ce matin, on parvient à relever tout ça, à relever ce volet. On était sur le titre de signature, il était écrit parlant de la réélection de Paul Biya, c'est un titre à lire. Et maintenant, l'aide du Sahel qui parle de la présidentielle également, nous apprend que le Grand Nord pèse 47,5% dans la victoire. Et là, ces gens attendent également le retombées. Ils doivent attendre le retombées parce que quand on essayait de regarder la carte électorale au Cameroun, on constate que le Grand Nord est là où on a reçu plus grand nombre d'inscrits, plus d'1 million. C'est 1,5 million environ qui ont plébiscité le chef de l'État, 100%, 90%, 98%, 97%. Vous comprenez là qu'effectivement, c'est dans cette partie du Cameroun que les élections se gagnent. Et sur ce plateau, bien avant les élections, nous l'avons rappelé ici. Nous l'avons rappelé, nous pensons même que Cabral Libi, qui est parti faire investir par le candidat univers, dans cette partie dans la Damawa, était justement allé dans ce sens-là. On a pensé également que le candidat de Berthe Akeremouna, également qui s'est fait investir par un parti dans cette partie du Cameroun, avait compris effectivement que le jeu se trouvait là-bas et qu'il fallait davantage travailler suffisamment dans la zone pour conquérir quelques électeurs et inverser la tendance, parce que par le passé, on l'avait suffisamment démontré, la presse a suffisamment démontré que c'est dans ce bastion, le Grand Nord, que l'État remporte les élections. Et une fois de plus, cette année, c'était la même chose. Même si on va aujourd'hui dénoncer les tripatouillages et certaines, la fraude, on va quand même constater que ce vivier reste un vivier acquis au chef de l'État. Et du coup, c'est normal que lors du partage du gâteau, qui se réclame la bonne partie, vous n'oubliez pas l'axe nord-sud. Ça reste toujours dans les mémoires des Camerounais. On a beau dire qu'on est un pays démocratique, et où chaque Camerounais est libre de pouvoir briguer la magistrature suprême où qu'il se trouve. Il y a quand même que dans l'esprit des Camerounais, ceux encore qui sont au pouvoir, c'est que le pouvoir, c'est un axe qui va du nord au sud. Et du coup, alors, les nordistes pensent que dans les commentaires, après le sud, le pouvoir reviendra. Donc il faut rester fidèle au chef d'État pour pouvoir qu'il y ait un retour de l'ascenseur. Alors, c'est pour ça qu'on parle du fils aîné politique du président de la République lorsqu'on parle du septentrion. Le Grand Nord précisément, donc l'extrême nord, le nord où il a toujours eu des scores aussi soviétiques. Oui, l'œil du Sahel fait bien de rappeler le poids politique de l'extrême nord et du Grand Nord en général. Excusez, dans une élection présidentielle au Cameroun, il est clair que pour gagner une élection présidentielle au Cameroun, on ne peut pas ne pas avoir au moins de bons scores, pour dire le moins, dans ces parties du pays. C'est 2,2 millions d'électeurs pour le scrutin qui vient de s'achever, qui étaient inscrits
dans cette partie du pays. Alors, lorsqu'on a fini de le dire, on peut se demander quelle est la considération que le système gouvernant a de cette partie du pays. Je rappelle qu'en 2011, avant la présidentielle, le chef d'État sortant avait promu 30 000 forages à l'extrême nord du Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, on attend les forages. Lors de son dernier meeting, nous avions un envoyé spécial à l'extrême nord qui nous faisait savoir que beaucoup de populations se déplacent à parfois 2 km pour avoir de l'eau potable. Je parle là des faits que tout le monde peut vérifier. Alors, je rappelle, on est dans l'actualité là cette fois qu'on a enregistré, on est à plus d'une trentaine de morts aujourd'hui de choléra dans la région du Nord. Ce sont des éléments que chacun peut vérifier. Je rappelle que l'extrême nord est la région la moins scolarisée au Cameroun. Ce sont des éléments qui peuvent être relevés au niveau des différents ministères de l'éducation. En 2014, Boko Haram a déclenché à l'extrême nord avec plusieurs milliers de morts, à la fois côté civil que côté forces de l'ordre et de sécurité et de défense. Le chef de l'État n'a jamais fait un déplacement là-bas. À l'occasion de cette élection présidentielle, campagne dans cette partie. Alors, pour dire que le Grand Nord est considéré comme, par ceux qui nous dirigent, comme un bétail électoral et rien d'autre de cela. Vous ne pouvez pas, à la veille de la présidentielle en 2011, faire des promesses, revenir, ne même pas pouvoir faire le point sur au moins les difficultés qui ont empêché l'implémentation des promesses qui ont été faites. Je voulais terminer en signalant que en 2015... Vous avez vu quand même pendant la campagne qu'il y avait des séries de reportages qui ont été faits par les médias, je voudrais dire un média gouvernemental qui a fait les séries présentant notamment les grands projets réalisés par le président réélu. Mais vous savez qu'au Cameroun, les projets, on en connaît des milliers. Je voulais signaler un autre projet, vous parlez comme vous, un autre projet. En 2015, on a lancé un plan d'urgence spécial pour l'extrême nord. Je ne parle pas du plan d'urgence qui a été lancé après le conseil de ministres du mois de décembre 2015, j'espère que je ne me trompe pas. Un plan de développement spécial, parce que les problèmes de l'extrême nord et du Grand Nord en général sont des problèmes spécifiques. Scolarisation, pauvreté extrême, insalubrité, bref, des problèmes de suivi, des problèmes d'accès aux services sociaux de base, santé, éducation. Voilà, et tout ça, la crise sécuritaire liée à Boko Haram est venue accentuer, rendre encore ces problèmes encore plus aigus. Je ne sais pas si le candidat sortant qui a été plébiscité, dit-on, dans cette région-là, après les chiffres qui nous sont revenus, même si on attend bien que cela puisse être prouvé comme le président de la conférence épiscopale a dit, il faut pouvoir balayer d'un revers la main en présentant des éléments contradictoires à l'opposition. Alors, Mutation l'a dit d'ailleurs, il dit que le vote de l'extrême nord me pose problème, c'est ce que dit Monseigneur Samuel Keda. Oui, Monseigneur Samuel Keda, dans sa sortie hier, a essayé de revoir le processus électoral au Cameroun en général. Et il a commencé d'abord par comprendre, par essayer de comprendre comment on peut dire que les élections sont déroulées dans une partie du Cameroun en guerre et qui a été suffisamment présentée, la situation a été présentée au Conseil constitutionnel par les membres, par le candidat du SDF et son conseil, qui ont pour bastion cette partie du Cameroun. On peut comprendre leur chute au niveau du classement après la présidentielle. Donc, ça veut dire que c'est bien pris de présenter, revenir tous ces éléments-là, parce qu'on a l'impression qu'on a Afro-Camerounais qui ne vivent pas les réalités, qui ne sont pas au parfum de leur réalité, du coup, du moins, qui rêvent de leur vie que de la vivre. Parce que quand on a un parti du Cameroun comme le Grand Nord, avec tous les problèmes de route, d'eau, et les problèmes sociaux de base qui ne sont pas résolus, on ne peut pas comprendre comment on peut voter quelqu'un autant. Bon, sauf que ce sont les résultats des unes qu'on nous a présentés. Attendant qu'on puisse se démontrer ou bien déconstruire ces résultats, nous les acceptons jusqu'à présent. Merci à vous, chers messieurs. La presse est donc dans les kiosques ce matin également. Vous pouvez faire un tour et être au parfum de l'actualité en vous procurant chacun un tabloïd, selon notamment votre convenance. Je vous souhaite... merci encore d'être venu sur ce plateau de Donald Brice Kamga. Merci également à vous. Et également à nos téléspectateurs. Demain, nous serons encore là. Ce sera l'avant-dernière de la semaine.